Alors, dans la diapositive suivante, la numéro 10, on va passer à d'autres rencontres intéressantes. D'abord, Moreno Amorin, c'est amusant parce que Moreno veut dire Morin en espagnol et ce sont deux acteurs du sujet qui m'ont extraordinairement marqué. Jacob Moreno est un psychiatre qui vivait à Vienne au début du XXe siècle, qui connaissait Freud, qui était plus âgé que lui, mais qui était un original. Il faisait du théâtre en même temps que de faire de la médecine. Il touchait un petit peu à tout, à tel point d'ailleurs qu'il a dit que finalement ça ne lui convenait pas de traiter les troubles nerveux, psychologiques des gens en les allongeant sur un divan et qu'il préférait leur faire rejouer leur traumatisme. Il a appelé ça le psychodrame et finalement le psychodrame a été récupéré par Freud, mais c'est intéressant de voir que cet homme a quand même fondé quelque chose d'important. Il a fondé beaucoup d'autres choses, notamment il a inventé l'impact factor qui est décrit dans les fondements de la sociométrie. C'est-à-dire qu'il a dit que ce serait intéressant de voir comment ce que les publications scientifiques se citent entre elles et peut-être que la création, le fait de relier toutes ces publications permettrait de faire sortir celles qui sont les plus pertinentes. C'est vraiment quelqu'un qui a apporté beaucoup de choses dans ce domaine, et alors surtout, il a publié en 1928 et republié 20 ans après les fondements de la sociométrie. Le titre original en anglais était « Qui survivra ?» Who Shall Survive. Il avait dans la théorie que je vais esquisser brièvement une véritable foi, c'est-à-dire qu'il pensait que c'était pas uniquement un outil sociologique, mais que ça pouvait être un outil social qui permettrait d'aller au-delà du capitalisme, au-delà du marxisme, et que la sociométrie permettrait d'organiser différemment la société. Je pense, près d'un siècle après, qu'il avait raison, mais qu'il n'avait pas les outils pour le faire. Nous allons voir un petit peu, en tout cas pour la médecine, ce que ça pourrait changer. Au milieu, je vous ai placé un sociogramme. Le sociogramme, donc cette invention de Jacob Moreno, est tout simplement le fruit de son observation. Quand il a émigré aux États-Unis, il s'est trouvé confronté à chercher un travail. Il a trouvé un travail de médecin dans un centre de redressement pour jeunes délinquantes, fait de maisons organisées dans un vaste terrain, et donc il devait être le médecin de ce groupe et s'organiser autour des troubles psychologiques de ces jeunes femmes. Et plutôt que de pantoufler, il s'est décidé à s'intéresser aux relations non formelles qu'il y avait entre ces jeunes filles. Plutôt que de voir si elles étaient classées en agressives, pas agressives, regroupées dans des maisons, ou par âge, ou par ethnie, ou pour origine sociale, il s'est dit, tiens, si je demande à ces jeunes filles, à côté de qui aimerais-tu t'asseoir? Est-ce que ça va pas me donner un renseignement intéressant? Et à partir de ce seul lien qui est, je veux bien m'asseoir à côté d'un tel ou d'une telle, il a créé des réseaux qui donnent des renseignements tout à fait intéressants sur l'organisation sociale de ces sociétés, de ce regroupement de jeunes filles, qui lui a donné l'idée de pousser, et c'est devenu la sociométrie, qui elle-même a évolué plus tard vers ce qu'on appelle l'analyse des réseaux sociaux, qui est une science qui s'est fondue avec les mathématiques pour justement s'enrichir beaucoup de cette création initiale. Mais la sociométrie, les réseaux sociaux, c'est Jacob Moreno qui l'invente. Sur le sociogramme que vous voyez au milieu, vous avez une classe de primaire, c'est-à-dire que vous avez les liens entre les élèves d'une classe, les triangles sont les garçons, les ronds sont les filles, et la question posée était tout simplement, à côté de qui est-ce que tu aimerais t'asseoir? Et si vous regardez ce graphique, vous voyez que, contrairement à l'école maternelle où le sexe n'a aucune importance, et contrairement à plus tard où la testostérone fait son effet et où de nouveau l'attraction intersexuelle devient intéressante, en primaire c'est le contraire. Les garçons ont envie de s'asseoir avec les garçons, les filles ont envie de s'asseoir avec les filles. Puis vous avez des ponts. Vous avez certaines filles qui peuvent donner envie à certains garçons de s'asseoir à côté d'elles. Et puis vous avez au milieu de ce diagramme quelqu'un, ou quelqu'une plutôt, car c'est une fille, vers laquelle convergent de nombreux liens, de nombreux désirs d'être à côté, et qui est donc quelqu'un qui a une centralité, comme on dit dans un sociogramme, extrêmement forte. C'est quelqu'un qui a du prestige, c'est quelqu'un qui est manifestement un leader, et autour duquel on a envie d'être. Eh bien, l'organisation sociale de ces groupes est extrêmement riche, et c'est tout l'honneur de Jacob Moreno de nous avoir dévoilé cette façon d'étudier les choses, et nous verrons que ça a été repris dans la médecine 2.0 et dans Internet plus tard. Pour ce qui est d'Edgar Morin, je dois avouer que j'ai acheté les volumes de la méthode, que je les ai regardés, que je n'ai pas eu beaucoup de courage pour rentrer dedans totalement, et que quand je suis tombé sur le résumé, sans doute très réducteur, ce qui est terrible pour la complexité, mais en tout cas l'introduction à la pensée complexe, qui est un opuscule qui résume très bien, à mon avis, la pensée complexe en général, j'ai trouvé vraiment des outils tout à fait étonnants pour expliquer pourquoi ce réductionnisme et cette disjonction que je constatais dans la science médicale étaient en train de la tuer. En deux mots, pour ceux qui ne connaissent pas, le réductionnisme, c'est quelque chose que l'on fait tout le temps en médecine, c'est-à-dire qu'on essaye de réduire un événement à l'une de ses composantes.
On réduit une maladie à 2 ou 3 marqueurs biologiques. On réduit le risque cardiovasculaire au dosage du cholestérol. On réduit la prise en charge de l'obésité à la mesure du poids. Et c'est terrible parce qu'il y a une perte absolument énorme de l'information. Et l'autre chose, c'est la disjonction. C'est-à-dire qu'on va s'occuper du diabète de quelqu'un, mais sans s'occuper de ce qu'il y a autour. C'est-à-dire du bonhomme ou de la femme, de ses angoisses, de ses peur de sa vie, de ce que ça représente pour lui de faire un régime, de ce que ça représente pour lui de perdre du poids. Et donc cette disjonction des phénomènes entre eux ne permet pas vraiment de progresser. Elle a permis dans un premier temps, comme nous l'avait appris Descartes, de faire un pas en sortant de la magie, mais maintenant malheureusement elle est arrivée à un stade où elle devient un obstacle, on bute sur cette réduction et cette disjonction, on mutile l'organisation de la connaissance. Et si on ne fait pas quelque chose, on ne pourra plus progresser. Et ça explique peut-être justement pourquoi la science médicale ne progresse quasiment plus depuis de nombreuses années.